Entraver, ségréguer, discriminer, les personnes handicapées réclament justice. C'est officiel, nous partons en cassation afin que notre liberté d'expression soit reconnue. C'est le message que l'on peut lire sur le Twitter officiel d'Andy Social, l'association que préside Odile Morin, que l'on connaît bien ici, qui est militante anti-validisme. Bonjour Odile. Oui, bonjour Nadia. Alors, vous formez donc un pouvoir en cassation. Alors, il s'est passé énormément, beaucoup d'années se sont écoulées depuis ces actes de désobéissance civile qui ont poussé les autorités à vous violenter. Est-ce que vous pouvez nous faire le récit de votre combat et de nous dire qu'est-ce qui se joue dans le cadre de ce procès en cassation? Oui, alors je vais essayer d'être synthétique, ce qui n'est pas une qualité majeure des autistes dont je fais partie. Voilà, je suis une personne qui se déplace en fauteuil roulant électrique et ça fait une vingtaine d'années que je me bats pour les droits humains, que je lutte contre le validisme, qui est un système d'oppression qui touche les personnes handicapées. Et je me bats parce que pendant 20 ans, on a joué avec l'association Handisocial le jeu institutionnel en participant à des commissions, en contribuant à des groupes de travail au niveau national, au niveau local. Et puis, malheureusement, on a constaté que les promesses faites par les politiques n'aboutissaient pas et qu'au contraire, on a assisté à de très nombreux reculs après l'espoir donné par la loi de 2005, la loi de Jacques Chirac. Et donc, ça nous a amené à mener des actions de désobéissance civile sur le modèle de ce qu'ont fait les activistes des pays anglo-saxons. Je rappelle qu'aux États-Unis, la grande loi sur l'accessibilité a été l'aboutissement d'un combat qui avait démarré par l'occupation de la mairie de San Francisco pendant plus d'un mois avec des activistes handicapés, malmenés, secoués, mais qui avaient obtenu gain de cause. Il faut rappeler aussi que concernant la politique française, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, il faut savoir que la France a ratifié la Convention internationale des droits des personnes handicapées et que malheureusement, la France n'applique toujours pas cette convention. Qui a été À tel ratifié point en d'ailleurs que 2010. l'ONU a sorti 3 rapports depuis 2017 et qu'on peut résumer la teneur des rapports avec 3 termes. L'ONU parle de ségrégation, de privation de liberté et d'atteintes aux droits humains. Donc, vous voyez qu'on a quand même quelques motifs d'action, d'autant plus que ce qui caractérise la France, c'est l'enfermement dans des institutions spécialisées qui permettent à tout un secteur médico-social, et je ne parle pas des salariés qui font ce qu'ils peuvent, mais je parle des dirigeants de ces organisations qui, en plus, parlent en notre nom, prétendent représenter les personnes handicapées, comme si demain, Orpea prétendait représenter les personnes âgées. C'est ce qui se passe en France et c'est ce qui explique que nos droits n'avancent pas. Et donc, on a mené des actions de désobéissance civile. Ça a commencé par des opérations péage gratuit, où on est allé avec nos fauteuils roulants, nos cannes blanches, offrir la gratuité aux automobilistes. Et puis, il y a eu en 2018, ça a été à chaque fois l'occasion de reculs législatifs majeurs, avec l'ordonnance accessibilité qui a donné 10 ans de plus pour faire des choses qui étaient promises pour 2015. Et d'ailleurs, les engagements pris en 2015 ne sont toujours pas tenus et l'échéance de 2024 ne sera toujours pas tenue. Et puis, il y a eu la loi Elan qui a divisé par 5 la production de logements neufs accessibles. Et donc, on a mené en 2018 des actions comme des blocages de cimenterie, puisque il faut savoir que la Fédération du bâtiment a été particulièrement à l'œuvre pour orchestrer ces reculs législatifs, tenant le stylo aux législateurs. Et donc, on a bloqué des cimenteries avec nos fauteuils roulants à quelques-uns. Et puis, on a aussi bloqué le convoi d'Airbus des pièces de l'A380 dans le Gers, le retardant de 24 heures. Et donc, Ça s'est à chaque fois bien passé, oui. c'est-à-dire que les autorités ne savaient pas trop quoi faire avec nous, n'ont pas osé nous violenter, et on a continué, on a mené 2 autres actions qui sont celles qui nous ont valu des poursuites et qui nous amènent aujourd'hui à nous pourvoir en cassation. Oui, voilà, malgré le caractère symbolique et non violent de vos actions, l'État a engagé une répression féroce pour justement criminaliser, affaiblir et criminaliser votre mouvement. C'est-à-dire qu'il y a eu la conjonction de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on a mené en octobre 2014, on a mené une action, on était une dizaine, on a bloqué un TGV pour obtenir que la SNCF tienne ses engagements sur la mise en accessibilité de la gare Matavio, ce qui a permis de faire avancer l'accessibilité de cette gare. On a bloqué pendant 1 heure un TGV de manière totalement non violente, calme, pacifique et tout ce qu'on veut, et en veillant à la sécurité de tous.
Et puis, le 14 décembre 2018, on pensait pas y arriver d'ailleurs, hein, on a investi les pistes de l'aéroport de Toulouse. On a réussi à se retrouver au milieu des pistes, ce qui a interrompu le trafic aérien pendant 1 heure. On a fait ça, bien évidemment, en prenant toutes les précautions nécessaires, et pour nous, et pour les passagers, et pour tout le monde. D'ailleurs, on n'imaginait pas hein, qu'on allait finir sur les pistes d'un aéroport international quand même. Et pour ça, le parquet a engagé les poursuites. Et c'était au moment où démarraient les Gilets jaunes. Et il se trouve que moi, personnellement, je me suis engagé Oui. aux côtés des Gilets jaunes parce que j'ai vite compris qu'ils menaient, comme moi, qu'ils défendaient le droit à la justice sociale, à la justice Mm. fiscale, à la justice Ouais, climatique. j'avais oublié de le Et il se rappeler, trouve effectivement, Odile Morin, vous êtes l'un des porte-étendards du mouvement des Gilets jaunes à Toulouse. porte-étendard, enfin disons non, il y a jamais eu de chef hein, à Toulouse, mais effectivement j'ai été, je dirais remarqué parce qu'effectivement dans l'esprit de certaines personnes, le fait d'être en fauteuil roulant et de faire ce que j'ai fait, c'était héroïque, alors qu'il n'y a rien d'héroïque et qu'il n'y a rien de, vous savez, il y a plein de gens qui n'ont pas de fauteuil roulant, 80% des gens ont des handicaps invisibles et ils en ont fait au moins autant que moi, donc il y a rien de particulier, mais en tout cas voilà, ça a été interprété comme ça. Et il se trouve que moi, j'ai toujours manifesté de manière pacifique, de manière calme. Alors certes, j'étais assez moqueuse avec les policiers et je me suis permis de leur rappeler assez régulièrement qu'ils outrepassaient leurs droits. J'ai aussi protesté contre les violences policières dont j'ai été témoin au départ. Et puis, il se trouve que je suis devenu, de témoin, je suis devenu victime. Et qu'au mois de mars 2019, alors que la justice avait commencé à engager des poursuites contre nous, contre les 16 activistes, hein, on est 16 à être poursuivis pour les actions TGV et les actions aéroports, j'ai été victime de violences policières après avoir été victime de tirs de grenades lacrymogènes d'un canon à eau, ce qui était particulièrement dangereux pour moi, surtout pour une personne en fauteuil. Ils ont voulu me dégager de force, ils ont pris la commande de mon fauteuil roulant. Résultat, ça s'est fini avec 5 fractures du pied. Mais non content de m'avoir causé ces 5 fractures du pied, alors que j'avais bien averti du danger qu'il y avait à manipuler mon fauteuil, la justice m'a mise en garde à vue à ce moment-là. Enfin, la police m'a mise en garde à vue et j'ai eu la surprise quelques 15 jours après d'être convoqué et d'être accusé d'avoir violenté des policiers. J'ai été accusé par 2 policiers de les avoir violentés, vous savez quoi, avec une arme par destination Mm. particulièrement dangereuse, en l'occurrence mon fauteuil roulant. Ça a fait rire la France entière, ça m'a fait beaucoup rire, mais la suite m'a quand même fait beaucoup moins rire, puisque en fait, je suis passé du statut de victime à Mm. statut de coupable, puisque le 6 décembre 2019, au terme d'un procès complètement délirant, au cours duquel le magistrat a refusé que je présente les preuves vidéo du fait que c'était bien la police qui avait provoqué mon accident et que je n'avais blessé aucun policier. D'ailleurs, il n'avait aucun certificat médical. C'est moi qui ai été condamné. J'ai été condamné à 2 mois de prison avec sursis. C'est la première fois que j'étais jugé et en plus condamné. Je n'avais pas de casier judiciaire, je n'avais pas de, voilà, j'étais pas quelqu'un de connu par la justice particulièrement et en tout cas de manière défavorable. Et donc, j'ai été condamné à 2 mois de prison avec sursis, à 1 an d'interdiction de manif, hein, ce qui était, je crois, le but principal, Mm. et puis à des dommages et intérêts à l'attention des policiers. Vous Il avez faut fait appel savoir de cette décision. comment. Vous avez Et fait j'ai fait appel de appel ces de la décisions. décision. Je n'ai pu passer en appel que cet été, c'est-à-dire 2 ans et demi après les faits. Mm. Mais entre-temps, par contre, la poursuite, la justice, le parquet de Toulouse s'est acharné contre moi, puisque j'en suis à 5 procès correctionnels, y compris le procès des 16 activistes. Alors, pour revenir aux 16 activistes, hein, puisque je suis loin d'être la seule à avoir Mm. manifesté et à avoir fait les choses, encore une fois, de manière pacifique, calme, argumentée, mes camarades et moi-même, on a été jugés une première fois au mois de mars 2021, puisque ça a été retardé par le Covid, parce que là, par contre, ils étaient très pressés de nous juger hein, quand il s'agit de nous poursuivre. Et là, on a été jugé dans des conditions indignes, qui ont d'ailleurs été largement dénoncées par la presse, puisque d'abord, on a été jugé dans un bâtiment qui ne respecte pas lui-même les normes d'accessibilité, par des magistrats qui ne sont pas formés, alors que c'est une obligation légale. On a une de nos camarades qui s'est pissée dessus Mm. parce qu'il était impossible de sortir de la salle, que rien n'avait été fait pour nous permettre d'être assistés par des auxiliaires de vie pour nous accompagner aux toilettes. Moi-même, je n'ai pas entendu ce qui se disait parce qu'il n'y avait pas de micro, j'ai des petits problèmes auditifs. Une de nos camarades, je crois le plus grave, ça a été Bédria, qui est une jeune femme qui a des difficultés de locution et qui a donc besoin, pour qu'on comprenne ce qu'elle dit, que quelqu'un traduise ses propos.
eh ben, le magistrat considérait que c'était pas grave si elle pouvait pas parler. Alors que c'est quand même un droit fondamental de pouvoir s'exprimer devant un tribunal et de pouvoir se défendre. C'est un des principes majeurs de la justice. Pareil, la jauge Covid qui n'était pas respectée, mise en danger. Et en plus, on les avait prévenus que certains de mes camarades devaient réserver leur transport pour rentrer chez eux, devaient réserver leurs auxiliaires de vie. Ben non, on nous a libérés à 22 heures pour nous dire bah, finalement, vous vous débrouillez pour rentrer chez vous. Ce qui nous a amené à occuper le tribunal pour obliger la justice à trouver des solutions. Et donc, Voilà, on ne s'est pas fait que des amis dans la justice, hein, ce jour-là encore. à l'issue de ce procès, vous avez été Alors, une fois de plus condamné. on a été condamnés tous à des peines de prison avec sursis. Mes camarades, dans l'ensemble, à 2 mois de prison avec sursis, et moi à 6 mois de prison avec sursis qui s'ajoutaient aux autres condamnations. Et puis, il y a aussi à des dommages parce que on était poursuivi par Airbus, par Air France, il faut savoir que si on est rentré sur l'aéroport, c'est parce qu'Airbus a commis une faute, hein, quand même. Par Air France, par l'aéroport de Toulouse, par la SNCF, enfin, tous ces grands acteurs qui bafouent nos droits au quotidien se sont permis de nous attaquer. Donc on Donc, rappelle quand même pour ceux qui viennent de nous suivre, hein, à la base, à travers vos actions de désobéissance civile, hein, vous cherchiez à dénoncer le refus par la France d'appliquer ces lois sur l'accessibilité depuis 50 ans et le non-respect de la Convention de l'ONU des droits des personnes handicapées, hein, qui a été ratifiée en 2010. Et là, donc, en appel, vous vous retrouvez de nouveau condamné. Et vous voulez maintenant aujourd'hui vous pourvoir en cassation pour, cette fois, que votre liberté d'expression soit reconnue. C'est un autre combat. voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on a fait, on l'a fait parce qu'on n'avait Ouais. pas le choix. C'est parce qu'on avait justement, depuis 20 ans, utilisé toutes les voies institutionnelles, tous les moyens, mené des contentieux. Vous vous rendez compte que moi, personnellement, j'ai dû me battre pendant 10 ans pour faire reconnaître mes droits, pour faire reconnaître mes handicaps. Qu'au bout du compte, j'ai été indemnisé 1000 euros. 1000 € pour 10 ans de combat. Que j'ai dû devenir une professionnelle. Enfin, professionnelle. En tout cas, en termes de compétences, mais pas en termes de rémunération. Du droit pour pouvoir me défendre. Que mes camarades, on a des camarades qui se suicident, qu'on a des camarades qui sont à la rue, qu'on a des camarades qui s'autodétruisent parce qu'ils en peuvent plus d'être prisonniers d'institutions, d'être prisonniers de logements pas accessibles, de vivre des conditions dramatiques. Et en plus, on leur dit, allez bosser alors qu'il n'y a pas de transport accessible ou pas suffisamment et ainsi de suite. Et donc, on a agi en état de nécessité. Et ce qu'on a simplement voulu faire, c'est mener une action médiatique pour attirer l'attention sur ce que nous vivions et qui est dénoncé par l'ONU comme étant une politique qui ne respecte pas et qui bafoue les droits humains. Et alors, Donc, on a simplement, voilà, donc on veut que la liberté d'expression, qui est reconnue par qui la est Convention. une valeur, qui a valeur constitutionnelle, hein, et qui a été reconnue par la Cour de cassation récemment et qui est reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme, on veut pas que la justesse considère qu'on était en tort. On a fait les choses avec un maximum de sécurité. On a retardé quelques passagers du train et de l'avion pendant une petite heure. Je suis désolé, mais nous, on vit ça tous les jours. C'est pas juste pendant une heure, c'est toute notre vie. Bon, On vit ce genre de je ne sais pas choses. si vous êtes confiante, Odile Morin, ou est-ce que vous avez aussi conscience que la Cour de cassation a de grandes chances de confirmer l'arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel. Vous irez jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, traduire la France devant la Cour des droits de l'homme? Et à aller jusque la Cour européenne des droits de l'homme depuis le début, c'était notre. En fait, ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est la question du financement Oui. des moyens de justice, même si on a trouvé des avocats qui, voilà, ont Vous fait avez, des tarifs militants, on va dire. exactement, vous avez On est quand lancé même 16 personnes. Hein. une Mais cagnotte. Vous avez lancé une cagnotte de soutien pour vous soutenir justement dans le règlement des frais de justice, un objectif de 6 000 euros qui est effectivement raisonnable. oui, 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 pour 16 personnes, c'est effectivement très raisonnable. Hein. En général, en cassation, c'est 4000 € pour une personne. Donc voilà, on a besoin du soutien des Français pour que on puisse faire reconnaître qu'on a agi dans le cadre de la liberté d'expression. Hein. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est que aujourd'hui, il y a d'autres activistes pour le climat, notamment, qui mènent des actions similaires. Et je crois qu'il est important de ne pas laisser un État qui est devenu extrêmement autoritaire en France et qui instrumentalise la justice, le laisser couper les ailes de tous ceux qui essayent de défendre les droits humains, l'écologie et tous ces droits-là. Donc, il est important qu'il y ait, de notre point de vue, une convergence des luttes, c'est-à-dire que nous, on est tout à fait conscients de l'importance de la question écologique, parce que d'abord, on va en être les premières victimes, il faut quand même être conscient de ça, mais aussi parce que c'est une question de survie de
de la population. Et il est important aussi que les mouvements écologistes prennent conscience du fait que on ne peut pas se battre uniquement l'écologie pour le mâle blanc valide en bonne santé, qu'il faut prendre en compte les personnes racisées, les personnes pauvres, les personnes dont le genre est discriminé et les personnes qui sont moins valides que les autres. C'est important d'avoir une approche intersectionnelle de toutes ces luttes et heureusement, beaucoup de jeunes en France sont mobilisés sur cette question. Donc le combat qu'on mène, il est effectivement pour les droits des personnes handicapées, mais il est plus largement aussi pour les droits humains. Vous avez le soutien d'autres mouvements? Vous parlez du mouvement. Vous avez le soutien d'autres mouvements, des mouvements antiracistes ou des mouvements féministes? Officiellement, non, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas nous contacter et venir soutenir notre cause. Après, individuellement, on a le soutien d'un certain nombre de militants effectivement de ces causes-là. D'abord parce que les personnes handicapées ne sont pas toutes blanches, hommes, jeunes, et que chez nous aussi, il y a la diversité et que le cumul des oppressions, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose d'être une personne handicapée riche, hein, comme on a vu dans le film très connu, là, où il y avait l'expression pas de bras, pas de chocolat. C'est pas du tout la même chose d'être une personne riche en fauteuil roulant que d'être une personne racisée dans les quartiers populaires, qui n'a pas eu accès à l'éducation, qui a été en établissement spécialisé et qui tente de survivre et qui souvent se retrouve prisonnier d'un établissement spécialisé. C'est pas la même chose. Alors quand devrait avoir lieu le procès en cassation? Est-ce que vous avez une date? Non, du tout. On a déposé le pourvoi là avant Noël, et donc je pense que ça va prendre au moins un an. On découvre, hein, voilà, on découvre chaque jour un petit peu plus. C'est usant pour nous, c'est usant pour mes camarades, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique, parce que la manière dont on a été jugé a été ignoble. Et ça a montré à quel point la justice est loin de connaître nos besoins et de s'adapter à nous. Alors que la justice, elle est censée s'adapter à tous les Français et pas nous juger dans des conditions qui ne sont pas adaptées. On a le droit de se défendre comme les autres. Et c'est ce qu'on n'a pas eu malheureusement. Et même en appel, où ça s'est mieux passé globalement, vous voyez, par exemple, moi qui suis autiste, j'ai eu affaire à un magistrat qui ne comprenait pas, qui me demandait d'être synthétique. Vous voyez, là, pour pouvoir vous répondre, il a fallu que je prépare des notes, que j'ai quelque chose sous les yeux pour me guider, parce que sinon, je serais en train de vous raconter ma naissance et puis la suite, quoi. Et on rappelle que depuis 20 ans, votre association Antisocial a joué un rôle institutionnel en participant à de très nombreuses missions, commissions et groupes de travail, ainsi qu'avec le ministère des Affaires sociales. Donc c'est assez étonnant aujourd'hui qu'on criminalise votre association alors qu'elle a été jusque-là un partenaire des institutions. Tout à fait, mais à force de se faire rouler dans la farine, on a fini par utiliser d'autres méthodes parce qu'on n'a pas eu le choix, tout simplement. Pas par plaisir, même si on a essayé de faire les choses avec le sourire, parce que c'est aussi notre manière de faire, de pas arriver larmoyant. On n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières. On est là pour revendiquer des droits et demander que nos droits soient respectés. Tout simplement. Les droits de 23 millions de personnes. 23 millions de personnes en France sont concernées par le handicap, un peu plus d'un tiers de la population. En fait, dans une population, il y a 16% de personnes handicapées, et je rappelle que 80% des handicaps sont invisibles, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas... voilà, et il faut rappeler aussi que le handicap, c'est pas nos maladies ou nos différences qui créent le handicap. Ce qui crée le handicap, c'est le fait d'être dans une société qui n'est pas adaptée à ces différences. On est censé, selon la Constitution française, être égaux en droit et en dignité, et en réalité, on ne l'est pas. C'est-à-dire que si demain, c'est un exemple tout bête, hein, mais si demain tous les logements étaient faits pour des personnes qui font moins d'1,20 m, toutes les personnes qui aujourd'hui sont considérées comme valides et qui font 1,80 m, elles seraient en situation de handicap. Alors, bien sûr, ça ne serait pas aussi important que ce que nous vivons quand nous avons en plus pas eu accès à l'éducation pour beaucoup de nos pères, pas accès à l'emploi, pas accès à la faculté, ou alors dans des conditions déplorables, quand on nous dénie le droit d'avoir accès à la scolarité, ne serait-ce que ça. Enfin, c'est de la ségrégation, voilà, je sais pas. C'est dans ces termes que l'ONU parle, effectivement. Ce sont les termes de l'ONU qui concernent la politique du handicap en France et qui parlent de ségrégation, privation de liberté, d'atteinte aux droits humains. Oui, ce n'est pas des mots à légère. Exactement. Merci beaucoup. Il y a une lourde responsabilité des organisations qui parlent en notre nom alors qu'elles ne sont pas légitimes à le faire. Il faut vraiment que le gouvernement français
arrête de faire appel à ces organisations qui sont en conflit d'intérêts, puisque à la fois elles reçoivent des subsides de l'État pour gérer des établissements spécialisés, et en même temps elles prétendent parler en notre nom. Je vous le dis encore une fois, c'est comme si Orpea prétendait qu'il est le représentant des personnes âgées. Aujourd'hui, ça ne fait pas encore scandale, alors que ça devrait faire scandale. Vous visez quelle institution, quelle association exactement? Je pense à des gens, à des organisations comme l'Association des paralysés de France, comme la PAJH, comme l'UNAPI. Je pense aussi au Téléthon, qui donne une vision misérabiliste du handicap, qui au lieu de parler de l'inaccessibilité de la société, de l'inaccessibilité de l'école, de l'inaccessibilité du travail, essaye de faire pleurer sur les chaumières, sur la pauvre petite fille. Vous savez, il y a des camarades qui ont vécu ça et qui ont extrêmement mal vécu d'être utilisés pour faire un appel aux dons, là où ce n'est pas la charité qui devrait intervenir, mais où c'est la solidarité nationale. Ça doit relever la solidarité nationale, que ce soit la recherche pour que, effectivement, certaines maladies qui engendrent des souffrances physiques puissent faire qu'il n'y ait pas ces souffrances physiques, voire des décès à la clé. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est que tout l'espace public, l'habitat, tout soit accessible. Et c'est l'accessibilité, c'est aussi pour les personnes, par exemple, qui sont dyslexiques, c'est des manières d'apprendre, c'est une pédagogie différente. Pour les personnes autistes, c'est parfois des accompagnements des aides humaines, c'est avoir un peu plus de temps pour faire les choses. Moi, j'ai effectivement un QI, paraît-il, supérieur à la moyenne, simplement, je mets 4 fois plus de temps que les gens pour faire la même chose. Donc forcément, parce que je suis maintenant élu d'opposition à la ville de Toulouse, quand le maire de Toulouse m'impose et me refuse les moyens de compenser mes handicaps et que dans le même temps, j'ai 5 jours pour étudier des milliers de pages, j'y arrive pas. J'y arrive pas sans aide. Non pas parce que j'ai pas la capacité d'analyser, mais parce que j'ai pas la capacité de faire les choses dans un temps limité. Et ça aussi, c'est du validisme. Donc aujourd'hui, je suis une des rares femmes politiques françaises à devoir payer pour faire de la politique. En général, la plupart, c'est plutôt le contraire. Merci beaucoup, Odile Morin, présidente de l'association Handi Social. On vous rappelle qu'une cagnotte a été lancée pour soutenir l'association dans le cadre de ce procès en cassation. 6 000 €, c'est l'objectif pour régler les frais d'avocat. Alors aujourd'hui, vous avez collecté 547 €. Il reste 37 jours pour atteindre l'objectif. On compte sur vous et on vous renvoie donc vers les réseaux sociaux de l'association Handi Social et également vers ceux d'Odile Morin. Merci encore. Merci à tous ceux qui nous aident parce que souvent ce sont des personnes qui n'ont pas énormément de moyens et on sait le sacrifice qu'ils font pour nous aider. Donc vraiment que ceux qui ont un petit peu plus de moyens jouent le jeu de la solidarité nationale. Le message est passé. Merci Odile Morin. Merci beaucoup. Cela fait déjà 5 mois que nous tenons le défi d'être diffusé en 24/7 sur YouTube et Dailymotion et qui, à terme, doit nous amener sur le téléviseur de dizaines de millions de Françaises et Français. Et d'ici l'été prochain, nous voulons débarquer sur les box Internet et dans 3 ans, nous voulons être sur la TNT pour concurrencer CNews ou BFM TV. C'est grâce aux abonnements payants qui demeurent notre source de financement la plus pérenne que nous pourrons nous installer définitivement dans le paysage audiovisuel français. À partir de 5 € par mois, vous pouvez garantir l'indépendance d'un média attaché au pluralisme et à la diversité. Pour nous soutenir dans la durée, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. On compte également sur vos likes, partages et commentaires qui nous aident à surnager dans la mer immense des plateformes et des algorithmes.